Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus à l'écoute de notre chaîne de podcast En quête du philosophique pour ce 5e hors-série. Alors, chose promise, chose due, nous devions discuter aujourd'hui de 10 femmes qui ont permis l'informatique. Alors, pourquoi 10 et pas 12 déjà ? Pourquoi 10 et pas 8 ? Eh bien, simplement parce que nous sommes sur une base 10 dans nos systèmes représentationnels, ce que l'on appelle le décimal. Par le passé, nous avons été, l'humanité, sur base 12, et on le voit encore dans le découpage moderne des unités de temps. C'est resté. Mais qu'est-ce qui d'autre est resté dans ces espèces de normes qui s'appliquent à l'essentiel de nos quotidiens ? Nous allons le voir. Certaines et certains d'entre vous s'étonneront d'un podcast qui ne soit pas tourné, même un peu, vers la philosophie, alors même que nous sommes une chaîne de philosophie. Mais que ces personnes-là se rassurent, nous allons quand même nous débrouiller pour mettre au moins un petit peu de philosophie dans cette liste de 10 femmes qui ont contribué à l'essor de l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Lorsque je me suis penché sur la rédaction de cet épisode, j'ai rencontré plusieurs problèmes, des problèmes de méthode. Tout d'abord, pourquoi faire un épisode sur un sujet qui aurait en définitive littéralement plagié un très grand nombre d'articles de blog, voire même plagier des livres, des podcasts qui existent déjà. Il suffit de taper sur Google 10 femmes qui ont permis l'informatique pour avoir un très grand nombre de résultats. Alors pourquoi le faire ? Pour nous donner une plus grande visibilité en tant que créateur masculin de contenu philosophique, en allant investir la niche de créatrices féminines qui ont déjà leurs propres activités. Essayez de jouer avec les algorithmes, parce que le féminisme est un sujet porteur, qui est susceptible de faire buzz, bon ou mauvais. Mais est-ce que, en faisant cela ne dirait pas beaucoup de ma place comme non-allié ? Car oui, je me crois allié de la cause féministe. Et venir empiéter sur une visibilisation possible de problèmes qui ne sont pas les miens, même si j'estime vouloir défendre le féminisme, me pose un problème moral majeur. En outre, comment justifier ces 10 femmes plutôt que 10 autres ? Donc on a un double problème. On a un problème d'un homme qui parle d'une cause féminine, et on a un problème d'un philosophe qui parle d'une cause d'historien. Une cause militante d'historien, de qualification ou de requalification des noms qui doivent rester dans l'histoire. On va voir que je vais essayer de répondre à ces deux questions à partir d'un seul principe paradigmatique. C'est ce que je disais à l'instant, comment faire un travail d'historien quand je ne suis pas historien ? Pour le dire autrement, comment construire une linéarité logique entre 10 noms, du point de vue des innovations techniques ou peut-être des pratiques qui justifièrent que ces 10 femmes-là précisément et pas d'autres ont fait avancer l'essor de l'informatique. Non seulement moi je suis un homme, donc à ce titre il est légitime de prendre une place de visibilisation du discours féministe, par et pour les femmes, mais en plus je suis un philosophe et à ce titre doublement illégitime à prendre une place de visibilisation du discours historique. Ce n'est pas parce que je dispose d'une expertise poussée dans une discipline que je peux me penser légitime, depuis cette autre ère d'expertise, la philosophie, à venir empiéter sur la disponibilité de visibilité d'autres disciplines, et donc d'autres chercheurs, dont j'estimerais qu'elles seraient suffisamment proches de la mienne pour m'arroger un droit de parole. C'est très important donc de respecter une certaine modestie, à la fois du point de vue personnel, à la fois du point de vue de sa propre discipline. Je peux parler de ces sujets dans un repas de famille, il n'y a aucun problème, si la conversation vient dessus, mais dans un podcast, non. Pour la bonne et simple raison que des historiennes et des historiens le feront mieux que moi. Et je peux en revanche évoquer des personnages et des podcasts ou des auteurs qui vont avoir fait cette chose-là. D'ailleurs, vous trouverez dans la liste de présentation, dans la présentation de cet épisode, une liste qui est non exhaustive de ces gens-là. Pour commencer donc, pourquoi cet épisode ? Parce que les femmes ont été consciencieusement rayées de l'histoire. Ça n'est pas une affabulation, c'est un fait avéré par des historiennes et des historiens. Plusieurs articles aujourd'hui le démontrent, plusieurs autrices le documentent depuis une trentaine d'années, mais surtout depuis une dizaine d'années, ça s'est vachement accéléré, notamment avec l'essor d'Internet. On a vraiment montré cette invisibilisation de la réalité très, très concrète d'effacement et d'anéantissement de la participation des femmes à l'histoire.
Dans les épisodes sur l'IA, j'avais évoqué l'excellent livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, paru en 2022 si je ne me trompe pas, et la version en poche vient de paraître en 2023, novembre 2023. Il faudrait évoquer à peu près d'ailleurs tous les livres de cette autrice, qui a fait de sa vie intellectuelle un acte militant continu. Et c'est là le point philosophique de cet épisode, indépendamment du catalogue des femmes, sans lesquelles l'informatique n'aurait pas été possible, et donc l'IA encore moins. Je voudrais réfléchir en fait avec vous au principe sur lequel repose la logique de l'invisibilisation. Croire encore en 2023 que si l'histoire est essentiellement une succession d'actes héroïques et vertueux d'hommes, alors j'utilise volontairement deux adjectifs qui sont des attributs traditionnels du masculinisme. Donc, imaginez que l'histoire est une succession d'actes héroïques et vertueux d'hommes en 2023, et imaginez que c'est parce qu'il y a eu que plus d'hommes que de femmes qui ont participé à l'histoire de l'humanité, ça tient en fait franchement à de la mauvaise foi, voire même à l'idéologie. Ça peut passivement être une erreur, se tromper, mais le maintenir quand des arguments s'accumulent dans l'autre sens, c'est une idéologie. Tout le monde connaît la phrase selon laquelle l'histoire, que l'on mette une majuscule ou non à ce mot, et ou à son idée, est écrite par les vainqueurs. D'ailleurs, on met traditionnellement en français le mot vainqueur au masculin dans cet axiome, et ce n'est ni un hasard ni un accident. Vous voyez donc que nous sommes sur la question de la détermination du rôle de l'allié du féminisme, quand on est un homme, docteur en philosophie, blanc, hétérosexuel et parfaitement à l'aise avec la posture sexuelle de la domination. Je ne parle pas de ce dernier critère par provocation, et je vais d'ailleurs tenter d'expliquer ci-après pourquoi est-ce que je l'intègre, ce critère de mon être, dans la description de ma place au sein de la société. Mais avant cela, que signifie qu'être allié ? Qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je devrais faire ? Mais plus encore, en fait, qu'est-ce que je dois surtout ne pas faire ? Car c'est ça l'enjeu. Parvenir à aider, à appuyer la visibilisation d'une cause sans me l'approprier. En premier lieu, je crois que l'essentiel du travail de l'allié, et je parle donc en tant qu'allié, c'est de valider la nécessité du combat. Non sa légitimité, puisque celle-ci est indiscutable, mais de valider pour les personnes qui se battent le fait qu'on les voit, qu'on les croit et qu'on soutient leur combat. Je ne vais pas, dans cet épisode, tenter de faire ce que les militantes brillantes font mieux que ce que je ne pourrais jamais faire, et je ne vais pas me poser en allié qui chercherait à s'accaparer une niche de visibilité, je l'ai déjà dit mais je tiens à le répéter, en donnant voix à des problèmes et des modes de contestation de ce problème depuis une expérience de vie qui n'a pas à se confronter à ces problèmes. Alors je pourrais arguer que je suis féministe parce que ma mère, mes sœurs et mon épouse sont des femmes, voilà, mais ce ne serait pas un argument suffisant. Ce n'est pas parce que ces personnes qui me sont très chères sont des femmes que je pourrais vouloir défendre le féminisme, mais c'est parce que toute forme d'oppression systémique intériorisée non déconstruite est une culpabilité morale de premier ordre. Dois-je rappeler, pour la 12 millième fois dans ces podcasts, les impératifs catégoriques de Kant ? Sont-ils respectés dans le rapport de la société occidentale aux femmes ? Traite-t-on les femmes dans le cinéma, dans le monde de la mode, comme des fins, et non comme des moyens, pour le dire poliment ? D'ailleurs, à ce propos, je vais prendre un petit exemple. Pourquoi l'écriture inclusive pose-t-elle problème ? Parce qu'elle compliquerait la langue ? Bien sûr, c'est sans doute ça. Alors pourquoi le mot autrice, alors qu'il ne complique pas grand-chose, fait à ce point grimacer les boomers et autres virilistes, qui ne s'assument pas comme des oppresseurs ? Qui a quoi que ce soit à redire au terme autrice ? Je vais faire un parallèle. Qui a quoi que ce soit à redire au terme actrice ? Ah oui, mais sauf que le terme actrice désigne une femme qui est à sa digne place dans cette hiérarchie un peu réactionnaire. La femme objet, support de fantasmes, réifiable à volonté, manipulable par des réalisateurs, j'insiste sur le masculin, pour obtenir d'elle la meilleure performance, j'insiste sur le double sens de ce terme performance. Ce que fait Titiou Lecoq dans ses livres, précisément, c'est de refuser de considérer que la domination masculine est une norme naturelle. Car ce n'est pas une norme naturelle, c'est un choix politique. De même que, comme l'a écrit Monique Wittig, en W-I-T-I-G, Monique Wittig, dans The Straight Mind and Other Essays, l'hétérosexualité est une norme sociale et politique, et non pas un état de nature. La domination systémique masculine est une norme sociale et politique, et non un état de nature. Nous allons venir prochainement à un cycle sur le BDSM dans lequel ces questions reviendront.
Et je vous présenterai de quelle façon ce que l'on appelle le rapport D/S, donc un grand D, un slash et un petit s, est un cas esthétique particulier dans le BDSM, un cas particulier central, certes, dans les fantasmagories qui entourent ces pratiques, mais un cas particulier néanmoins. Et donc, cette relation DS inverse indifféremment les rôles masculins et féminins. C'est pas du tout une question de genre, et ça peut même être non-genré comme répartition. Autrement dit, la lettre majuscule D peut correspondre à dominant, mais peut très bien aussi correspondre à domina. Et la lettre minuscule S peut tout aussi bien désigner soumise que soumis. Vous seriez surpris d'ailleurs de découvrir à quel point beaucoup de gens refoulent de tels besoins de lâcher prise, que ce soit dans le genre du masculin, dans le genre du féminin, ou même dans un autre. Ça n'a en fait rien à voir avec le genre. Alors pourquoi avoir instauré une société qui systématise une identification d'un rôle à un genre ? Pourquoi sommes-nous astreints, hommes, à être dominants ? Je parle du discours social. Les hommes seraient faibles en fait d'aimer se faire dominer, et les femmes qui aimeraient dominer seraient perverses ou intéressées. J'y reviendrai vraiment dans le cycle du BDSM, et je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vous voyez bien qu'on a un problème d'essentialisation. C'est-à-dire qu'on a essentialisé une correspondance homme dominant, femme soumise. Or en philosophie, c'est à minima depuis le premier tiers du XIXe siècle qu'on a cessé de faire coïncider la pensée avec l'essentialisation, c'est-à-dire qu'on arrête de chercher la substance derrière les choses. En fait, croire qu'il existe une essence des choses, ou des gens, derrière ce que l'on voit du monde, ou des gens, c'est in fine croire qu'il existe une force agissante de l'ordre du vrai, de la vérité, croire qu'il y a quelque chose qui se manifesterait dans le visible, mais qu'il faudrait aller chercher au-delà du visible. En fait, si on y va vraiment jusqu'au bout, c'est croire en Dieu. Alors, c'est pas forcément un problème, mais il faut assumer ce que ça signifie comme régime de croyance et admettre qu'on est loin d'un régime de connaissance ou de construction. Que l'on s'entende, je répète, croire en Dieu n'est pas un problème. Mais il ne faut pas s'imaginer que notre croyance personnelle est légitime à régir la vie des autres gens. Vous avez un auteur, par exemple, comme Ernst Cassirer, qui a même situé dans l'histoire des idées la scission entre substance et fonction, c'est-à-dire que les objets ne sont plus des substances agissantes, mais des fonctions utilisées par le sujet. Donc, il a situé dans l'histoire des idées la scission entre substance et fonction des objets dans le monde à l'essor de la Renaissance. C'est-à-dire que depuis la Renaissance, avec l'émergence de la Renaissance, c'est la fracture de l'essence et de la fonction. Pourquoi faudrait-il rester à une conception anthropologique des rapports sociaux qui se fonderait en fait sur des substances et des essences ? Donc là, je reviens à mon essentialisation de l'homme dominant et de la femme soumise, c'est le corollaire. Tel ou tel sujet, qu'il soit masculin, féminin ou non binaire, peut et devrait pouvoir choisir la fonction qui est la sienne, indépendamment de la substance qu'on lui assigne. Et cette fonction n'est pas nécessairement fixe en fait, on peut même carrément changer. C'est ce que par exemple dans le BDSM on appelle être switch, pouvoir devenir dominant te ou soumis selon peut-être notre humeur du jour. La fonction du sujet devrait être mobile, devrait pouvoir être mobile. Autrement dit, toute caractéristique d'un sujet, dans son principe de détermination, devait être constamment disponible à la mobilité. Alors, ça ne signifie pas non plus l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tout le monde doive être en tout temps mobile dans son principe de déterminabilité. Que les raisons soient sociales, morales, psychologiques ou culturelles, toute personne est libre d'être ce qu'elle choisit d'être, qu'il s'agit d'être un être mobile dans ses caractéristiques, ou au contraire, de se choisir une fixité dans son être. Personne n'est coupable, par exemple, d'être hétérosexuel. Pourquoi devrait-on être coupable de l'inverse, ou même d'être bisexuel, ou même d'être pansexuel ? Quel est le règlement philosophique, quelle est la loi morale qui supposerait cela ? La nature ? Le fait qu'il faille reproduire l'espèce ? Reproduire l'espèce. Ce serait pas un petit peu un concept même de viriliste, ça ? Bon, je laisse ça de côté. On voit bien donc, au travers des noms importants des grandes étapes de l'informatique, où il y a factuellement plus de femmes que d'hommes, c'est ce que je disais dans un des épisodes sur l'IA,
On voit donc factuellement, au travers des noms importants des grandes étapes de l'informatique, ou même de la course spatiale vers la Lune, qui sont deux domaines qui se recoupent totalement en fait. Il y a eu un film superbe sur la question, c'est Hidden Figures, réalisé par Theodore Melfi en 2016, avec le double problème femme et racisée. On voit donc avec l'idée de faire cette liste que les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire commune. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans cet exemple. L'effacement n'a pas eu le temps d'être fait en fait. Et on peut aller dans l'autre sens aujourd'hui, parce qu'on a des outils techniques qui permettent d'aller dans l'autre sens et de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons en fait, si vous voulez, suffisamment de données encore fraîches, si je peux dire, suffisamment d'archives pour restaurer une histoire qui n'a pas encore pu être totalement effacée. Mais est-ce que c'était si simple pour le rôle des femmes tout au long de l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas perdu les traces qui nous permettraient d'aller dans l'autre sens sur d'autres objets? Aujourd'hui, les choses bougent. On sait par exemple qu'un grand roi et guerrier viking qui dispose d'une tombe magnifique et très grande est en fait une grande reine. Et ça pulvérise le récit masculiniste jusque dans leur intimité, puisque le monde viking est quand même l'archétype de leur précaré fantasmagorique. Alors pourquoi en tant qu'homme vouloir défaire la mainmise politique et sociale? Là encore, c'est un sujet qui a été traité bien des fois, et notamment par des féministes de talent, je parle de militanteux. Il s'agit de la souffrance du modèle induit par le modèle viriliste, à des sujets qui s'identifient certes comme masculins, mais certainement pas comme virilistes. Donc ça a été mon cas par exemple. Alors, quels que soient mes choix dans ma sexualité, dans mon régime amoureux, et alors même que j'ai jamais ressenti autre chose qu'un désir d'identification masculin, alors même que jamais rien ne s'est jamais interposé entre ce désir et les possibilités de mon agir, j'ai souffert énormément d'injonctions virilistes dans mon intimité immédiate, familiale et scolaire, et qui correspondaient en fait à des structures sociales et culturelles largement établies. J'ai grandi dans une ville presque méditerranéenne, très fortement influencée par une culture viriliste qui dominait l'ensemble des années 90. Et je n'y étais pas heureux du tout, de sorte que j'ai dignement endossé le rôle de bouc émissaire de mes 8 à mes 16 ans. Pour faire très simple, je pleurais quand on me tapait, donc ça excitait mes charmants camarades. Alors il n'est pas question, par contre, ici de pleurnicher sur mon parcours intime, mais simplement de montrer, par une espèce de rapide exemple, qu'il faut peut-être commencer par subir le système, en fait, pour être capable de l'identifier comme un problème non fonctionnel. Autrement dit, les dominants de tout système social ou politique, ne peuvent jamais remettre le système en cause, puisqu'ils sont cognitivement dépendants de celui-ci, et de sorte qu'ils sont incapables de le vivre comme modifiable. Ils essentialisent dans le système l'ensemble de la structure même qui leur permet à eux d'être essentialisés, c'est-à-dire d'avoir un sens. Et la mobilité ontogénétique ne saurait provenir à l'intérieur d'un vase clos de domination fermée, jamais remise en cause. Cette petite démonstration toute simple vaut pour toute application. Classe sociale, identité de genre, sexualité, culture, ethnie, art, colonialisme, peu importe. Tout système d'oppression est toujours lié en forme et en fond à tout autre système d'oppression, quel que soit l'argument et le mode d'agression. Il est évident que je ne nomme pas, ici, certains sujets, et en particulier un, auquel je voudrais pouvoir consacrer plusieurs épisodes. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je ne voudrais pas prendre la parole de gens qui sont ensevelis vivants sous les décombres de la chambre de leurs propres enfants avec leurs cadavres encore dans les lits? Non. Parce que le système oppressif est extrêmement hargneux, et certains mots-clés seraient instantanément détectés par les algorithmes, et la parole dont je dispose serait effacée, de même que la trace de ces femmes dans l'histoire. Peut-être que les positions qui sont les miennes sur cette question en particulier me nuiraient à l'échelle de ma carrière, parce que je les assume pleinement sur le dernier des réseaux sociaux où je suis encore actif à titre individuel et en mon nom propre. Mais il vaut mieux ça que nier mon humanité. Là encore, l'injonction politique, très dure, très forte, très agressive, est une injonction verticale des forces dominantes contre une grande majorité. Ce conflit est la preuve éclatante que le monde occidental n'est pas démocratique, mais notamment plutocratique. Et les ultra-riches font du conflit que je ne nomme pas le laboratoire de nouveaux outils dont ils disposent, à l'échelle médiatique et militaire,
pour gérer une confrontation directe et explicite, et dans laquelle d'ailleurs l'IA a une grande place. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Il faudrait aussi parler de la COP28, qui n'a été qu'une réunion de distributeurs des énergies fossiles avec leurs clients et une organisation commerciale et communicationnelle. Nous sommes dans un monde de la domination, où les dominants ne se cachent plus, et nous en voyons des exemples tous les jours, à l'échelle macroscopique comme à l'échelle microscopique. Comment voulez-vous vous situer, vous, dans cette histoire de vous-même, que vous écrivez chaque matin en vous levant ? Ce n'était pas un épisode réjouissant, et je vous promets que nous allons, dès la semaine prochaine, venir sur un cycle qui sera thématiquement plus resserré, de sorte que nous n'aurons plus l'occasion de nous égarer dans l'horreur et les motifs de désespérance dont est capable l'humanité telle qu'elle s'est organisée verticalement. Nous pouvons, toutes et tous, à nos échelles, remettre en cause nos déterminations, dès lors que celles-ci nous heurtent, et assumer nos déterminations, dès lors que celles-ci nous réconfortent, et que ce réconfort soit ponctuel, temporaire, ou qu'au contraire il incarne une forme de stabilité dont nous estimons que cette stabilité constitue notre être profond. Nous pouvons toujours choisir, et c'est l'un des sens que l'on peut donner à la phrase de Sartre, l'existence précède l'essence. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du dialogue entre Néo, Morpheus et Trinity avec le mérovingien. Toute chose, revendique Morpheus, commence par un choix. Everything begins with choice. À quoi le mérovingien répond que c'est faux. Le choix, dit-il, est une illusion pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. Je cite le mérovingien. No, wrong. Choice is an illusion created between those with power and those without. Notez en passant que la forme en français est genrée. La version originale ne l'est pas. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour notre propos, c'est que le mérovingien continue par une métaphore impliquant une femme, si bourgeoise, à qui il fait apporter un dessert qui la pousse à être sexuellement surexcitée, de sorte qu'il puisse la rejoindre aux toilettes pour l'utiliser comme sex-doll. On a donc une parfaite verticalité du personnage dominant, qui exerce son pouvoir, non sans conséquence d'ailleurs, parce que son épouse va vraiment pas kiffer la chose, la Perséphone. Donc il exerce son pouvoir dans toutes les directions de son être, parce qu'il peut le faire. Plus tard, dans le dernier opus, l'oracle, discutant avec Néo, lui dira « Que veulent les hommes de pouvoir ? Plus de pouvoir. » Elle parle du mérovingien. Il faut donc s'interposer contre ces gens-là. Je ne vais pas enchaîner avec Saint-Augustin, j'y reviendrai peut-être plus tard et ailleurs. Donc je vais conclure sur cette question, posée sous forme ludique, mais dont les implications peuvent être extrêmement graves. Voulez-vous, dans vos actes et vos positionnements, que vous soyez homme, femme, transgenre, non-genré ou non-binaire, voulez-vous construire un monde qui donnerait raison à l'espérance contenue dans l'affirmation de Morpheus, celui de la libre détermination du sujet par l'autonomie de sa volonté, on est chez Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, ou bien voulez-vous défendre un monde qui donnerait raison aux mérovingiens ? Je vous laisse penser à la réponse que vous feriez à cette question. Et en tout cas, je vous remercie infiniment de continuer à écouter Enquête du philosophique et je vous souhaite une excellente semaine.